Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Christian Cambon, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous réagirez à différents sujets et notamment aux dernières violences qui ont marqué le week-end. Durant l'émission, nous irons aussi, et comme tous les jours, en direct en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui avec Quentin Calmet. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Steve Jourdain. Bienvenue Steve. La droite sénatoriale sous pression à la veille de l'examen du projet de loi bioéthique. Sous pression et divisée, notamment après une manifestation contre la PMA pour toutes, c'était hier à Paris. Et on en parlera avec Christian Cambon, évidemment. Marie-Pierre Bourgeois est aussi avec nous, notre chroniqueuse des livres politiques. Bienvenue Marie-Pierre. Davet et l'homme reviennent sur l'affaire Fillon et donc sur les déchirements de la droite. Oui, et figurez-vous que François Fillon, un jour de galette des rois, a tiré une fève en forme de chat noir. Ça annonce tout, on verra ça avec vous. Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Bienvenue Marie. Il y avait un sommet hier à Berlin sur la crise libyenne. L'Union européenne va-t-elle réussir à faire entendre sa voix sur la scène diplomatique et notamment sur la question libyenne? On verra. A tout à l'heure Marie, dans une demi-heure, notre grand débat, nous reviendrons sur la crise à l'hôpital. Elle a été relancée la semaine dernière par la menace de démission de 1200 chefs de service. Et bien ça y est, ils ont mis leur menace à exécution, tous en bloc. À cela s'ajoute un nouveau rassemblement des internes aujourd'hui à Paris. Bref, rien ne semble réglé. Malgré le dernier plan qui date d'il y a tout juste 2 mois. Comment sortir de cette crise? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, les violences du week-end liées à la réforme des retraites et à la colère sociale en général. La grève dans les transports est quasiment terminée, mais les actions coup de poing ponctuelles, elles, se multiplient. Encore tout à l'heure, nouvelle intrusion au siège de la CFDT avec coupure d'électricité. Je vous ferai réagir dans un instant, Christian Cambon. D'abord, les images avec Flora Sauvage. Un manifestant frappé au sol par un policier lors de son interpellation. La vidéo est filmée samedi dans la capitale en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à l'IGPN, la police des polices. Ce sont des images choquantes pour lesquelles le préfet de police a immédiatement saisi ses services pour les comprendre, pour voir s'ils peuvent trouver une explication. À l'heure qu'il est, je n'en vois aucune. L'IGPN a été saisi dans le cadre d'une demande du procureur. Il faut que la vérité soit faite sur cet acte et que nous le comprenions. Interrogée sur les violences policières, Marine Le Pen attribue la montée des tensions au préfet de police de Paris, dont elle réclame la démission. Si on assiste à la multiplication d'un usage disproportionné de la force, c'est parce qu'il y a des instructions qui ont été données en matière de maintien de l'ordre. Ce lundi, une nouvelle intrusion revendiquée par la CGT a eu lieu au siège de la CFDT. Vendredi soir, Emmanuel Macron a dû quitter précipitamment le théâtre des Bouffes du Nord face à des manifestants. L'opposition dénonce la radicalisation contre la réforme des retraites, tout en pointant du doigt l'exécutif. Le gouvernement porte une responsabilité dans cette tension permanente. Il y a une certaine forme d'arrogance, de mépris de l'exercice du pouvoir. Pour le leader de la France insoumise, la contestation contre la réforme des retraites n'est pas devenue plus violente. Ça, c'est le rêve de l'Élysée. Ils aimeraient pouvoir enfermer le mouvement social dans des scènes et des spectacles de violence. Ce n'est pas vrai, c'est seulement fait pour faire peur. Le gouvernement, lui, reste inflexible. Pas question de plier sous la menace d'une radicalisation du mouvement contre les retraites. Il présentera son projet de loi vendredi en Conseil des ministres. Allons plus loin donc avec vous, Christian Cambon. Votre regard sur ces polémiques, sur toutes ces images. On parlait encore de cette nouvelle intrusion au siège de la CFDT tout à l'heure. Vous diriez qu'il y a une radicalisation du mouvement contestataire d'abord, peut-être? Oui, il y a manifestement depuis quelques jours des tensions qui dépassent très largement les manifestations d'opposition qui ont lieu autour de la réforme des retraites. Moi, j'observe que depuis 1 an et demi, enfin depuis ce 17 novembre, je crois que c'était le début des Gilets jaunes, le pays est véritablement en tension, en crispation, que les oppositions se manifestent à la fois par des scènes de violence. On se souvient de ce qui s'était passé du temps des Gilets jaunes. Hein, il ne faut pas oublier non plus tout ça, car tout ça relève, à mon sens, de ces mêmes difficultés, à la fois d'un pays qui a beaucoup de mal à accepter la réforme,
et d'une manière générale. D'autre part, de véritables souffrances, car je crois que aussi bien les Gilets jaunes qu'un certain nombre de catégories de Françaises et de Français qui n'ont pas totalement compris, c'est le moins qu'on puisse dire, le principe de la réforme des retraites, ils l'expriment et nous sommes un pays, je veux dire, unique en son genre. Enfin, ce à quoi on assiste est absolument unique. Je ne connais pas de pays qui se mettent en grève près de 50 jours sur une réforme de quelque nature que ce soit. Et donc, cela démontre une sorte d'inaptitude au dialogue, comme on le connaît dans tous les pays voisins, notamment en Allemagne. Et ici, tout se manifeste systématiquement par la violence, par le rejet, c'est non à la réforme. Et maintenant, puisque les manifestations classiques, la grève ne marchent plus et que de toute façon elles épuisent ceux-là même qui la tiennent, eh bien, des groupuscules ou des entités peut-être plus isolés se lancent dans des manifestations de violence que l'on ne peut que condamner d'une part. D'autre part, si évidemment la police qui est à bout de souffle... J'allais vous en parler. Mais oui. Ces vidéos qui nous montrent des policiers qui commettent des violences. Alors, c'est ce qui vous se passe. savez... Vous diriez que ça se durcit aussi du côté des forces de l'ordre? Oui, je pense que ça se durcit. En durcit. réaction ou aussi parce que d'abord, je pense qu'ils sont épuisés. Je pense qu'ils sont très fatigués. Vous vous rendez compte, enfin, ça fait des semaines et des semaines qu'ils sont au contact. Et depuis une année et demie, ça n'arrête quasiment pas. Hein. Et donc, je pense qu'ils sont épuisés. Et donc, moi, je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police, parce que, élu de la région parisienne, je sais très bien le rôle qu'a la police, le travail qu'elle y fait, et on ne peut pas exclure que, comme dans tout regroupement, il y ait des comportements individuels qui dépassent la loi. Et moi, Marine Le Pen demande la démission du préfet. Oui, Madame Marine Le Pen a toujours le chic pour surfer sur les événements, pour essayer de tenter d'en tirer un profit. Alors, tantôt elle est pour l'ordre, tantôt elle est pour le désordre. Enfin, mais il n'y a pas de problème de doctrine, d'après vous? Écoutez, pas à ma connaissance. Je crois qu'il y a eu un préfet de police qui a été nommé, qui était effectivement assez ferme. Maintenant, moi, je ne suis pas à l'état-major de la police nationale. Je ne sais pas comment tout ça est organisé. Ce que je pense, c'est qu'il a pu y avoir des comportements, et les comportements qui sont rapportés ici sont des comportements violents et qu'il faut condamner. Le ministre les condamne lui-même. Maintenant, ce qu'il faut, c'est présenter la totalité du dossier, puisqu'on nous dit qu'en fait, celui qui est très malmené a aussi beaucoup malmené les policiers de manière excessivement agressive. Recontextualiser, quoi. Voilà, donc il faut, mais ça c'est votre rôle, c'est de tout raconter pour que les gens se fassent une opinion sur le sujet. En tous les cas, je trouve que c'est très inquiétant quand on se met à attaquer le président de la République qui se rend au théâtre et que dans son tweet, le bonhomme qui a lancé ça, même si c'était une plaisanterie, voulait lui lancer ses godasses sur la tête. Enfin, véritablement, je trouve qu'on file un très mauvais coton et que c'est très inquiétant. Christian Cambon, on va évoquer d'autres sujets, ceux choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Steve Jourdain, on commence donc avec vous. Le projet de loi bioéthique arrive au Sénat demain. Cela n'a pas échappé évidemment aux anti-PMA qui font pression, en particulier sur les sénateurs LR. On va voir ça avec vous. Ils se sont rassemblés hier à Paris. Liberté, égalité, paternité, Rebecca, c'est un peu derrière cette bannière que des milliers de personnes ont défilé hier dans la capitale. Des drapeaux bretons, des drapeaux royalistes, des drapeaux verts, des drapeaux rouges aussi. L'appel avait été lancé par un collectif d'associations. Ils étaient 41 000 à battre le pavé selon la préfecture. Dans ces cas-là, c'est toujours une bataille de chiffres. Le cabinet indépendant Occurrence a, lui, compté 26 000 manifestants. Quoi qu'il en soit, il y avait moins de monde que début octobre, où près de 75 000 personnes avaient défilé. C'était juste avant le vote du texte en première lecture à l'Assemblée nationale. Alors, nos équipes y étaient dans cette manifestation et elles ont eu du mal à trouver des responsables politiques. Oui, échéance électorale oblige, la prudence est de mise sur ces sujets qui sont ultra sensibles par définition. Très peu de responsables politiques dans les cortèges. Les sénateurs ont brillé par leur absence, à l'exception de Sébastien Meurant. Pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Meurant, c'est ce sénateur LR qui, il y a quelques mois, dînait avec Marion Maréchal et qui revendique certaines affinités avec le Rassemblement national. Autre personnalité politique présent dans ce cortège dimanche, François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. Pour lui, certes, il y avait moins de monde à la manifestation d'hier par rapport à la manifestation du mois d'octobre, mais il faut continuer à maintenir la pression contre ce texte. Écoutez, c'était au micro de Quentin Calmet. Alors c'est pas la première mobilisation, il y en a eu une première qui a réuni beaucoup de monde il y a quelques semaines. Là c'est un moment important pour rappeler ce que nous avons à dire alors que le projet de loi va rentrer en examen en séance plénière au Sénat. Je crois que c'est très important qu'on puisse être vraiment mobilisé sur ce sujet qui nous concerne tous. C'est bien sûr la question de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, aux femmes seules, qui est une modification de la médecine.
Voilà, mais la grande figure de cette mobilisation, c'est bien la patronne de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère. Le projet de loi bioéthique arrive demain au Sénat. Eh bien, Ludovine de la Rochère fait en quelque sorte du lobbying auprès des sénateurs. Écoutez. Les sénateurs doivent avoir le courage de réfléchir non pas pour eux-mêmes et non pas pour leur prochaine élection, mais bien pour l'avenir et pour les générations à venir. J'ajoute que je pense que beaucoup de monde, beaucoup de personnes, beaucoup de Français vont regarder avec beaucoup d'intérêt la manière dont les différents partis politiques vont savoir se distinguer les uns des autres. Si le parti de M. Larcher, LR, devient équivalent et de même ligne que LREM, alors pourquoi des gens iraient-ils encore voter à droite ? Oh là, on n'est pas loin de l'avertissement. Si on comprend bien, Steve, Ludovine de la Rochère tente d'enfoncer un coin dans la majorité sénatoriale. Et c'est très habile de sa part, Ludovine de la Rochère. Elle sait que le débat va être accroché au Sénat. Elle sait aussi que la liberté de vote sera la norme au sein des groupes politiques. Elle sait surtout que les républicains majoritaires au Sénat sont profondément divisés, notamment sur la question de la PMA pour toutes. Bruno Retailleau, le chef du groupe, est opposé au texte. Il dénonce ce qu'il considère comme l'ouverture d'un droit à l'enfant. Mais prenez quelqu'un comme Alain Milon, sénateur LR et président de la commission des affaires sociales, eh bien, la musique est radicalement différente. Non seulement Alain Milon est favorable à la PMA pour toutes, mais il est aussi en faveur de la GPA, la gestation pour autrui. GPA qui est pourtant une ligne rouge pour la plupart des sénateurs de droite. Gérard Larcher, président du Sénat, avait notamment inclus l'interdiction de la GPA comme condition à son vote en faveur du texte. C'était sur RTL au mois d'octobre. Écoutez. Il y a 4 conditions. La levée de l'anonymat. Première des conditions. L'interdiction absolue de la GPA figurant dans le texte. Ça doit être écrit noir sur blanc. Interdiction de la GPA. La gratuité du don. Et ça dépasse la seule PMA, parce que ce texte est un texte de bioéthique aussi, et notamment le don d'organes. Et considérer que la PMA, qui est une possibilité, un confort de vie donné, ne relève pas de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, car il ne s'agit pas là de traiter une infertilité. Donc pas de remboursement sécurité sociale. Voilà, donc on a bien compris qu'il y avait plusieurs lignes au sein de cette même majorité sénatoriale. À quoi faut-il s'attendre dans l'hémicycle dans les semaines à venir ? Eh bien, un débat plutôt apaisé en dépit des apparences. Seulement 280 amendements ont été déposés. C'est beaucoup moins que lors du vote du texte à l'Assemblée nationale. C'est 10 fois moins que lors du vote de ce texte à l'Assemblée. Si l'on se fie au bruit de couloir, on peut faire déjà quelques pronostics. Oui, les Républicains devraient majoritairement rejeter l'article 1 qui prévoit la PMA pour toutes, mais ça ne sera sans doute pas suffisant pour faire tomber cet article du projet. Socialistes, communistes, marcheurs, une partie des centristes, certains LR et certains indépendants. La PMA pour toutes devrait bien être adoptée au Sénat, sans doute avec quelques garde-fous. On l'a entendu avec Gérard Larcher, avec ce non-remboursement de la PMA par la Sécu, ça sera serré, mais Emmanuel Macron tient sans doute là sa première réforme sociétale du quinquennat, Rebecca. Christian Cambon, comment vous abordez l'examen de ce texte ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce qu'on va vers un débat apaisé, comme nous le dit Steve, ou est-ce que vous craignez quand même ? On voit qu'il y a des divergences. Alors, moi, c'est un débat que j'aborde avec gravité. C'est pour ça que je ne voudrais pas que l'on range toutes ces prises de position dans des petits tiroirs de tel parti, de telle formation, de tel groupe politique. C'est quand même, il s'agit de la naissance d'enfants, il s'agit de la conception que l'on se fait de la famille. Et je dirais que toute conception est respectable. Je crois qu'il faut commencer par là. On peut se respecter et ne pas être du même avis. Et donc, je ne pense pas qu'il faille parler de dissension ou de difficultés au sein du groupe LR. Le groupe LR, très judicieusement, et moi j'en suis très reconnaissant au président Retailleau, laisse la liberté de vote. Comment en serait-il autrement ? On ne vote pas sur des sujets aussi graves. C'est d'une gravité exceptionnelle, je veux dire, ces textes qui nous arrivent. Et du reste même, on peut se poser parfois la question de savoir si on est suffisamment qualifié pour émettre un jugement et si on est suffisamment bien informé. Avant l'examen du texte, vous êtes dans quel... Moi, j'aurais souhaité être beaucoup plus informé par le Comité national d'éthique, par effectivement un certain nombre de voix, parce que c'est l'ensemble des sénateurs qui votent. La Commission des affaires sociales, sous l'autorité d'Alain Milon, qui a affiché ses positions... en sait évidemment beaucoup plus que nous. Moi, je m'occupe de défense et d'affaires étrangères, donc je suis moins spécialiste de ces sujets, mais je suis citoyen et je suis un homme. Et, en tant que citoyen, vous êtes plutôt pour l'ouverture de la PMA ou contre avant l'examen, a priori ? Je suis plutôt contre. Plutôt contre. Je suis plutôt contre parce qu'effectivement, il y a des éléments que je ne comprends pas bien et qui ont tendance un peu à me choquer, notamment ce droit
à l'enfant à tout prix. Je souhaite effectivement, parmi les conditions, le président Larcher en évoque un certain nombre, que ça ne débouche pas sur la GPA qui pour moi est véritablement quelque chose de détestable, parce que c'est la marchandisation du corps de la femme et que c'est quelque chose que je refuse absolument. De la même manière, il y a un certain nombre de dispositions sur des manipulations génétiques ou sur des embryons qui posent question. Moi, je vois une balancée d'amendements. Est-ce qu'il faut autoriser une manipulation dans un cas de maladie ou bien librement? Ce sont des sujets sur lesquels moi, j'ai pas... Sur la PMA, tout de même, quand vous entendez Ludovine de la Rochère nous dire, bon, en gros, La République En Marche ou LR, ce sera pareil, si vous ne vous distinguez pas sur ce point. Madame de la Rochère, moi, je la laisse dans le rôle qui est le sien. J'ai cru aussi comprendre qu'elle avait appelé à des convergences de lutte avec les gilets jaunes sur cette affaire, avec les grévistes de la RATP. Enfin, franchement, là c'est véritablement une déviation très grave du débat. Et c'est du reste une autre observation que je fais de forme. Est-ce que ce débat devait intervenir à un moment où déjà la France est si divisée? C'est quand même une vraie question. On a vu cette manifestation, il y a des gens qui disent mais ils manifestent pour qui? Ceux-là, ils manifestent encore pour la RATP ou ils sont pour le fait? Vous voyez, je trouve que il y a une question de calendrier. On aurait pu peut-être repousser ce débat un petit peu plus tard, parce que là, le pays est épuisé de cette confrontation. Moi, je trouve que nous sommes dans une France qui ne s'aime plus vraiment et qui s'oppose systématiquement. Et ce sont des débats qui sont graves. Pour l'instant, ma position est celle-là. Et vous verrez si elle évolue j'estime qu'elle doit être respectée. Et je n'insulte absolument personne. Et je respecte totalement le désir de deux femmes qui s'unissent par amour et qui veulent avoir un enfant. Je peux dire aussi que moi, ma conception est peut-être plus traditionnelle. Ça peut être lié à mon éducation, que sais-je. C'est ainsi, c'est comme ça. Et je suis prêt à en discuter. Et je ne suis pas fermé non plus. Mais je voudrais aussi faire attention à tout le reste de la loi sur lequel il y a des questions qui sont vraiment très importantes. Et on y reviendra quotidiennement. Et sur lequel je pense que vous y évidemment. reviendrez, car ça vaut vraiment la peine. Bien sûr. Marie-Pierre Bourgeois, on continue avec vous, puisque le livre que vous avez choisi cette semaine parle aussi de cette droite qui peut parfois se déchirer. Apocalypse Now, c'est signé Davet et l'homme. Et oui, si vous aimez les coups bas et les trahisons, foncez lire ce livre. C'est une grande fresque de la vie politique à droite. Vous le disiez, Rebecca, c'est Apocalypse Now de Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui s'intéresse à la chute de François Fillon pendant la présidentielle de 2017. Le hasard fait bien les choses. Son procès va s'ouvrir dans quelques jours. Mais commençons d'abord par le commencement et sa victoire à la primaire de la droite. Tout le monde pensait que ça serait Alain Juppé qui allait gagner et pourtant c'est François Fillon qui va remporter la mise. Écoutez ce que disait Benoît Apparu, l'un des lieutenants du Bordelais. Écoutez, c'est assez savoureux. C'est savoureux. Les Français ne veulent pas de Sarko, se font chier avec Juppé et découvrent un type lors des débats télévisés. Il est de droite, il a des couilles, c'est Fillon. Voilà, c'est dit. C'est dit avec beaucoup de franchise. Pourtant, personne à droite ne croyait en cette victoire, Marie-Pierre. Et non, il avait même un petit nom, François Fillon. On l'appelait François Pignon dans les couloirs des Républicains, comme l'anti-héros ridicule et bravage du dîner de con. Bon, finalement, il va être désigné à la primaire. Toute la droite se dit qu'avec lui, l'élection est imperdable. Mais au sein de l'équipe de campagne, quelques semaines bien avant que ne sorte l'affaire Pénélope Fillon, le doute gagne. Et bah oui, c'est qu'il va disparaître totalement des écrans radars, François Fillon, entre la fin de la primaire en novembre et son retour début janvier. On ne sait pas où il est. On va découvrir qu'il s'est rendu au ski, sur les pistes, dans les Alpes. Il s'est pris une bonne pause, quoi. C'est pris une petite pause. Et là, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, comme il n'est pas là, on va avoir le temps de lire son programme et tout le staff se rend compte que son programme, c'est un peu une potion amère qui ne va pas être facile à vendre aux Français. Écoutez, suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, fin des 35 heures, retraite à 65 ans. Il finit par revenir le 11 janvier. Et là, il organise une petite galette des rois. On tire la fève et devinez quoi, c'est un chat noir. Voilà, très très mauvais présage, évidemment. Oui, alors on ne remercie pas le boulanger. Et d'ailleurs, le Canard enchaîné sort le lendemain, le début de l'affaire Pénélope Fillon. Et alors là, on va avoir des petites surprises. On va découvrir un candidat à la présidence de l'Élysée qui a des petits problèmes de mémoire. Il nous dit par exemple qu'il n'a pas salarié sa femme avant 1997. Pas de chance, les enquêteurs vont retrouver un premier contrat de travail qui date de 1981. Pénélope Fillon, elle aurait aidé son mari pour lui faire des notes, elle l'aurait représenté dans la Sarthe. Mais là, malheureusement, pas de traces de son travail. Du coup, beaucoup se demandent à ce moment-là si c'est un emploi fictif. Et on se rend compte qu'elle aurait touché presque 900 000 € pour les contrats de travail qu'elle a fait pour son mari.
Commentaire à ce moment-là de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, embaucher leurs femmes, mais ils l'ont tous fait. Moi, au moins, vous devez demander à l'Assemblée nationale un badge pour votre épouse. Nouvelle révélation quelques jours plus tard, ses enfants ont été ses assistants parlementaires au Sénat. Oui, alors c'est un papa plutôt généreux, hein, François Fillon. Pour son fils Charles, il va le rémunérer 47 000 € net pour 6 mois de travail. Et c'est intéressant parce que ce salaire-là ne faisait que transiter sur le compte de ses enfants avant d'aller, je vous donne dans le mille, sur le compte de François Fillon. Alors sa fille, hein, qui a travaillé aussi pour lui, explique « Je remboursais mon mariage dont il avait avancé les frais. Hein. » Des enfants pas vraiment ingrats, on peut se le dire. Bon, il y a une obsession, hein, qui va très vite saisir François Fillon, mais qui a bien pu donner toutes ces informations? Chez les fillonistes, on a une conviction, cela vient du côté de Nicolas Sarkozy. Et bah oui, c'est que les deux hommes se vouent une haine du genre très très féroce. Alors, est-ce que c'est vraiment Nicolas Sarkozy qui avait donné ces infos à la presse ou pas? Alors le livre ne tranche pas vraiment et on ne le saura probablement jamais. En tout cas, il y a une interrogation quand même. Beaucoup à droite, vous nous direz, monsieur Cambon, si vous en faites partie, s'interrogent sur la rapidité de la justice. Est-ce qu'on a voulu faire un exemple en organisant le procès de François Fillon et de son épouse? Il va se finir 4 jours seulement avant le premier tour des municipales. Hein. Davet et l'homme écrivent, un des plus hauts magistrats français explique bien que la justice a voulu aller très très vite dans cette affaire. Alors conclusion, comme il se murmure souvent dans les couloirs des partis politiques aux oreilles des ambitieux, plus vous montez en haut de l'arbre, plus vous avez intérêt à avoir les fesses propres. Oh bah c'est joliment dit. Sur ce calendrier en particulier, vous vous interrogez là aussi, Christian Cambon? Écoutez, moi personnellement, je souhaite oublier cet épisode absolument désastreux de notre camp qui a fait tellement de mal à la politique. Il n'y a pas eu que celui-là. Je pense aussi que pour avoir vécu, hein, car j'étais déjà sénateur et donc j'ai vécu cette descente aux enfers. Et vous souteniez très fortement François Fillon à l'époque. Oui, je suis un gars assez discipliné d'une manière générale et à partir du moment où on choisit un chef, on va derrière le chef. Quoi, voilà. Vous étiez là à la galette? J'étais pas là à la galette et c'est pas moi qui ai mis le chat noir. Hein, donc on est rassuré. C'est pas vous qui avez donné les informations à la presse non plus. Je n'en avais pas. Non, non. Non, sincèrement, c'est un épisode sur lequel il y a encore, à mon sens, beaucoup à dire et sans doute à découvrir. Le procès de François Fillon va venir porter un éclairage. Bon, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur tout ça. On l'a vécu douloureusement et j'allais dire de manière un petit peu lapidaire, ça nous a mis la tête dans le seau et pour quelque temps, on le voit encore. Donc, de toute façon, c'est certainement pour l'avenir qu'il convient de réfléchir sur les procédures de sélection des candidats aux élections présidentielles, car selon le mot de Nicolas Sarkozy, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, je vais dire le mot gentil, c'est comme si vous circuliez tout nu dans la rue, n'est-ce pas, et que tout le monde vous observe et vous regarde. Donc je pense qu'il faudra... C'est encore plus le cas aujourd'hui. Voilà, et on s'est aperçu dans le gouvernement, les ministres qui ont dû partir aussi pour des histoires, il y a manifestement la volonté de regarder ça de près. Et le président de la République doit effectivement être à l'abri de toutes ces mises en cause. Mais voilà. Plus que le mode de sélection, c'est pas aussi la question des pratiques politiques. On se rend compte qu'il y a peut-être une tolérance à une époque sur certaines choses et qu'aujourd'hui l'opinion n'est plus bien sûr, mais si vous voulez, on les regarde aujourd'hui. On regarde aujourd'hui des événements d'hier. Et effectivement, les faits que vous rapportez sont tout à fait exacts. Et moi, je pense que beaucoup de gens utilisaient des enfants ou des proches comme attachés parlementaires, assistants, parce que la bonne raison, c'était de dire on a besoin de gens, un, qui travaillent beaucoup, et deux, qui sont de parfaite confiance. Qui sont loyaux. C'était expliqué, ça pouvait être expliqué. Et moi, je connais ici des collègues qui travaillaient avec des conjoints ou des proches et dont le travail était absolument exemplaire. Je crois qu'on aurait plutôt que cette interdiction qui vise les proches, on aurait dû surtout mesurer le travail effectif fait par les gens. C'est très facile, vous savez, de savoir si un collaborateur travaille ou travaille pas. Moi, je suis sûr des miens et je peux dire qu'aucun ici au Palais pourrait dire que c'est un emploi fictif. C'est un emploi fictif. François Fillon fait son retour médiatique, j'allais dire, jeudi sur France 2. Vous avez envie de l'entendre? Vous êtes curieux? Vous regrettez qu'il revienne? Vous préféreriez? Non, écoutez, moi, je jette pas la pierre. Je pense que ce n'est pas c'est un retour sur France 2, c'est pas un retour politique, car de toute façon, il n'y a plus aucun espace pour Fillon, et je pense que lui-même le sait depuis longtemps. Encore une fois, c'est une blessure qu'on a envie de refermer, parce qu'on a vu toutes les conséquences que cela a entraîné. Le président de la République actuelle a dit lui-même j'ai fait un hold-up démocratique, donc ça montre bien que et la droite et la gauche se sont mis elles-mêmes des bâtons dans les roues. Je rappelle quand même que de l'autre côté, le président de la République sortant, M. Hollande, que je respecte aussi, n'a même pas
pas pu se présenter. Donc vous voyez la situation politique dans laquelle on était. Et tout ça, c'est une page qu'il vaut mieux tourner. Et laisser les galettes des rois et se méfier des fèves. On va la tourner. Je tiendrai ce conseil. Marie Brémond, on termine avec vous. La poudrière libyenne inquiète et sur la scène internationale, on tente enfin, j'allais dire, d'enrayer l'escalade. Oui, là, pour rappel, la Libye, elle est plongée dans le chaos depuis 2011, depuis la chute du général Kadhafi. Et ces derniers mois, les conflits se sont intensifiés. Plus de 280 civils tués, 2000 militaires tués, 150 000 Libyens ont dû fuir les combats. Ça, ce sont les chiffres officiels communiqués par l'ONU. Et puis, il y a ce qui complexifie un peu plus la situation, ce sont les ingérences étrangères. J'entends par là des militaires turcs qui sont présents en Libye, des mercenaires russes qui sont soupçonnés d'être impliqués. Et puis il y a l'afflux continu d'armes livrées par plusieurs États. Il y a donc urgence d'éviter que ce conflit ne dégénère un peu plus. Et donc hier à Berlin, il y avait 12 pays qui se réunissaient à l'initiative de l'ONU. C'était à Berlin sous la présidence d'Angela Merkel. On peut le voir sur ces images. Et il y avait notamment le président russe ainsi que le président turc. Alors qu'est-ce qu'il en est sorti ? Les participants au sommet, ils se sont engagés à stopper toute ingérence dans le conflit et à respecter l'embargo des armes. Un premier pas timide certes, mais un premier pas tout de même dans un processus de paix même qui va prendre du temps, on ne va pas se le cacher. Même si les différents acteurs autour de la table, ils n'ont pas réussi à convaincre le général Khalifa Haftar, qui est le chef de l'armée libyenne, et Fayez al-Sarraj, le premier ministre du gouvernement d'union nationale, de se rencontrer. Donc ça, c'était la conférence de Berlin hier, et l'Union européenne dans tout cela ? L'enjeu sur ce dossier pour l'Union européenne, comme dans d'autres d'ailleurs, c'est de trouver sa place sur la scène diplomatique. D'ailleurs, depuis ce matin à Bruxelles, les 28 ministres des Affaires étrangères européens se réunissent sur la question. Cette réunion, elle fait suite à la conférence de Berlin d'hier et aux engagements qui sont pris. L'Union européenne, elle veut se montrer réactive, mais aussi active pour ne pas laisser le champ libre à Vladimir Poutine et à Recep Tayyip Erdogan, respectivement le président russe et le président turc. Les relations entre ces dirigeants et l'Union européenne, elles sont compliquées et ça date pas d'hier. Il faut donc trouver le ton juste pour éviter que le conflit ne s'envenime un peu plus. Et puis il y a bien sûr l'enjeu de la stabilisation sur place dans le pays, car pour l'Union européenne, le chaos libyen, c'est plus d'insécurité aux portes de l'Europe, et puis c'est un partenaire absent avec lequel travailler sur la question des réfugiés. On a souvent fait face à une Union européenne pleine de bonnes intentions, de jolies déclarations, mais dans les faits, sur la scène internationale et diplomatique, elle est souvent effacée. Monsieur Cambon, ma question, elle est là. Est-ce que sur cette question libyenne, l'Union européenne va être à même de faire entendre sa voix pour une fois ? Je le souhaite. Pour une fois. Je le souhaite, mais votre constat est tout à fait réaliste. Malheureusement, l'Union européenne, qui subit le premier choc de cette affaire libyenne depuis longtemps, puisque quand même le flot des réfugiés qui sont passés de la Libye vers l'Europe, c'est vers l'Italie, avec toutes les conséquences que ça a eu en Italie et dans les pays voisins. Et d'une manière générale, nous avons tellement bien réussi notre politique européenne extérieure que finalement, sur tous ces grands sujets, on est un petit peu de côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas de rôle, mais on n'est pas là où nous devrions être. Et malheureusement, ce qui est en train de se passer dans ces pays, c'est que plutôt que de voir des solutions élaborées par l'Union européenne, on voit ces pays devenir le champ des jeux diplomatiques et même armés des grandes puissances de la région. La Turquie qui veut évidemment prendre la main sur l'ensemble de la Méditerranée orientale, la Russie qui ne s'en laisse plus compter depuis qu'on leur a donné les clés en quelque sorte de la crise syrienne. Et vous avez vu que tous ces gens n'hésitent pas à s'affronter. J'en soutiens un, t'en soutiens un autre. On les amène à Moscou. Haftar part devant Poutine, qui ne doit pas être quand même un client. Vous admettez que c'est compliqué pour l'Europe de se faire entendre dans un contexte pareil, avec des dirigeants aussi forts ? C'est très compliqué, mais il faut nous en prendre à nous-mêmes. Ça fait quand même des années que cette affaire dure et que la politique extérieure européenne pourrait être beaucoup plus tonique et beaucoup plus à l'initiative. Et trop souvent, y compris parfois du côté de la France, on prend des initiatives isolées. Alors, on fait une conférence, alors on réunit tout le monde, alors les autres viennent par gentillesse. Mais si vous voulez, j'espère que la nouvelle équipe européenne et puis le réveil qu'appelle le président de la République sur l'Europe vont permettre à cette Europe de reprendre son rôle. On y a cru au départ avec
avec Emmanuel Macron, qui avait l'air de prendre la tête d'une Europe mais forte, il est certainement, moi je n'appartiens pas à sa majorité, donc je peux en parler de manière très décontractée, il est certainement un de ceux qui aujourd'hui est le plus à même de faire avancer les choses, parce que si vous regardez la situation dans tous les pays qui nous entourent, il y a quand même beaucoup de difficultés entre la Catalogne, le Brexit, la succession de Mme Merkel, l'Italie qui hésite entre le régime qu'elle souhaite avoir. La France, malgré nos difficultés sociales, apporte un certain message, elle est respectée. Moi, j'ai accompagné le président de la République dans un certain nombre de grandes visites officielles. On est quand même très respecté dans le monde. Mais il faut véritablement que, sous la conduite de la nouvelle équipe européenne, on fortifie et on joue en commun la politique européenne. En commun et pas toujours seuls les uns à côté des autres. Et ce sera le message de fin. Merci infiniment Christian Cambon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat. On va revenir sur la crise à l'hôpital. La crise à l'hôpital, je vous en parlais dans le sommaire, des internes qui ont manifesté aujourd'hui, près de 1200 chefs de service qui ont déposé leur démission pour de bon après avoir menacé Agnès Buzyn. On va en parler avec nos invités juste après ce sujet. Ils sont en grève illimitée depuis 1 mois et demi. Les internes de l'hôpital public continuent de réclamer le décompte de leurs heures. Légalement, ils sont censés travailler 48 heures par semaine, mais ils en font souvent beaucoup plus, du temps de présence supplémentaire qu'ils voudraient consacrer à leur formation auprès des patients, plutôt que des tâches administratives. Aujourd'hui, les internes, ils sont prêts à travailler beaucoup. Ils sont prêts à travailler beaucoup à l'hôpital public pour prendre en charge correctement les patients. Mais par contre, il faut qu'il y ait une reconnaissance et qu'il y ait une vraie valorisation en regard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait 56 heures par semaine, payé 1 580 € par mois, en fait, on est payé 3 € de moins que le SMIC horaire. Cette 3e journée de mobilisation des internes est le nouvel épisode d'un long mouvement de protestation dans l'hôpital public. Dernière en date, la démission administrative de 1200 médecins la semaine dernière. Ils demandent 600 millions d'euros supplémentaires pour l'hôpital en 2020 et des augmentations salariales de 300 € pour les personnels non médicaux. Le personnel est fatigué. Quand vous demandez à une infirmière de faire le brancardage, le ménage, eh bien c'est moins de temps avec les patients. Et donc quand les gens sont fatigués, il y a plus d'arrêts de travail. On est dans une situation où le moindre grain de sable arrête toute la machine. Et donc on voit qu'on n'a plus de réserve pour continuer à fonctionner comme ça. Et je pense que les tutelles le savent très bien. Reçus vendredi au ministère de la Santé, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Agnès Buzyn assure que son plan pour l'hôpital lancé en novembre dernier est suffisant. Il prévoit de débloquer 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. J'apporte un calendrier de mesures sur lequel je vais communiquer très clairement. Donc un calendrier où tous les mois on voit les avancées, notamment financières, qui vont permettre aux hôpitaux qui en ont besoin de réouvrir des lits ou d'embaucher du personnel. Car nous savons que dans certains endroits, la pression financière a été trop importante depuis 10 ou 15 ans et elle a dégradé les conditions de travail considérablement. Nous sommes dans une dynamique inverse. Agnès Buzyn a proposé aux médecins démissionnaires un nouveau rendez-vous dans 2 mois. Le temps, dit-elle, que son plan porte ses premiers fruits. Pas de quoi calmer la colère des soignants qui prévoient une nouvelle journée de manifestation le 14 février prochain. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Agnès Hartmann, bienvenue. Vous êtes chef du service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous faites partie de ceux qui ont démissionné de leurs fonctions administratives. Vous nous raconterez tout cela évidemment. Philippe de Normandie, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chirurgien neuro-orthopédique à l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine. Bernard Jomier, bienvenue, sénateur de Paris, apparenté au groupe PS. Vous êtes médecin vous-même. Frédéric Bizard, bienvenue. Vous êtes économiste, président de l'Institut de la Santé et auteur de ce livre. Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ? Point d'interrogation. Agnès Hartmann, j'ai évidemment envie de me tourner vers vous tout de suite. Vous avez démissionné. C'est un acte fort, inédit. En quelques mots, pourquoi être allé jusque-là ? C'est une démission de nos fonctions administratives. Moi, j'en suis arrivée là parce que au quotidien, c'est devenu plus éthique. C'est pour ça que je suis intervenue comme ça à la conférence de presse. C'est-à-dire qu'en fait, ça a commencé... Personne n'est épargné sur le plan politique dans cette affaire, parce que ça a quand même commencé il y a 10-12 ans, quand on a voulu nous mettre des tarifs à l'activité. Donc on a commencé à nous demander de produire
des séjours, parce que c'est les séjours qui rapportaient. Au début, on a joué le jeu, on s'est dit, après tout, comme on nous dit que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réparer des bâtiments. Avant de remonter si loin, pardonnez-moi, je voudrais vraiment que vous nous décriviez votre quotidien et, voilà, et sur ce qui se passe en ce moment. Eh bien, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que si on veut garder une équipe infirmière, aide-soignante à peu près intacte pour soigner les patients, on est obligé d'ajuster la gravité des patients au personnel dont on dispose. Alors que la logique voudrait que quand vous avez beaucoup de patients graves, on vous donne du personnel pour les soigner. Et je me suis rendu compte que depuis un certain temps, j'ai fait l'inverse parce que j'ai perdu toutes mes infirmières il y a 3-4 ans. Elles étaient toutes parties à cause de la dégradation des conditions de travail. Elles ont toutes démissionné. Elles n'ont pas démissionné, elles sont parties dans un intérim, en retraite anticipée, dans un laboratoire près de chez elles, alors qu'elles étaient formées à la diabétologie depuis longtemps, elles adoraient leur métier, mais on leur demandait de faire tellement en étant de moins en moins nombreuses qu'elles ont craqué. Et là, j'ai réussi à reconstituer une équipe, mais si je veux qu'elle reste, qu'elle pleure pas, qu'elle soit pas complètement traumatisée à la fin du week-end, eh ben, je prends plus les malades les plus graves pour qu'elles arrivent à avoir des conditions de travail à peu près supportables. Voilà. Et à un moment, c'est là que vous dites qu'il y a plus d'éthique. C'est là que je dis que j'arrête, quoi. Au sujet des démissionnaires dont vous faites partie, dans le Figaro, Agnès Buzyn répond et elle nous dit « Ils sont dans l'émotion de ce qu'ils vivent et je les comprends. Moi, je veux leur montrer que je suis aussi dans l'action, à leur côté, dans la mise en œuvre de mesures concrètes. » Qu'en pensez-vous, Philippe de Normandie? Est-ce qu'Agnès Buzyn est à la hauteur de la situation et répond comme il faut à cette détresse qu'on vient d'entendre de la part d'Agnès Hartmann? Comme vous l'évoquiez et comme évoquait ma collègue, le sujet est complexe. Donc il se passe des choses. On ne peut pas dire que le ministère n'est pas à l'écoute et n'essaye pas de trouver un certain nombre de mesures. Maintenant, on voit que la complexité du sujet fait est-ce que les mesures, même si il y a un certain nombre de mesures à la fois sur l'aspect financier, sur l'aspect gouvernance, vont être suffisantes, ou est-ce que finalement cette crise qu'on vit tous, parce qu'il y a les docteurs, mais tous les personnels soignants souffrent, mais les directeurs d'hôpitaux souffrent, enfin tout le monde souffre, je pense que toute la chaîne souffre, pose la question de est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans notre questionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que notre système n'a pas besoin d'être re-questionné, repensé. Une refonte totale plutôt que des réformes ou des plans. On peut, c'est le titre de c'est un peu ça. On peut se poser la question, on voit bien qu'on a un sujet majeur qui est le déséquilibre entre les métiers de la finance et qu'il faut qu'on redonne du sens. On voit bien que le sujet de la proximité et le sujet du territoire et de travailler ensemble est un sujet majeur. Donc on voit bien qu'il faut redonner des espaces qui soient des espaces de travail un peu nouveaux sur lesquels on puisse collaborer et qu'on puisse être attractif. Le sujet n'est pas qu'un sujet financier. On a derrière ça un sujet qui est un sujet plus global de réflexion de la réorganisation. Un certain nombre de chantiers ont été ouverts. Le problème, c'est que c'est le temps de la réforme avec le temps de la proximité. Maintenant, est-ce qu'on est encore dans du calfeutrage, même si on prend des mesures courageuses, ou est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Ça mérite de se poser la question. Ce qui me frappe, c'est que tous les gens que je peux rencontrer, je me promène beaucoup en France, je suis frappé comme tout le monde convient en disant c'est peut-être le moment, peut-être on a une opportunité pour que collectivement on pose nos valises et on se re-questionne parce qu'il y a peut-être des choses nouvelles qu'on pourrait imaginer ensemble. Tout ça, bien évidemment, ça va être dans une logique de service de malade et puis de faire en sorte que notre personnel ne soit pas dans un niveau de souffrance. On reviendra sur la sinistralité, je vous donnerai quelques chiffres clés. J'étais dans le groupe El Khomri, c'est quand même, on ne peut pas continuer comme ça. Bernard Jomier, il faut tout recommencer, il faut tout refaire? C'est l'occasion? Il faut avoir conscience qu'il y a 2 temps de réponse. D'abord, on doit répondre. Quand la situation dure comme ça, quand on a des centaines de chefs de service qui démissionnent, quand les infirmières, les aides-soignants quittent l'hôpital public de façon assez massive, il y a un risque d'affaissement. Donc il y a 2 temps de réponse. Il y a un temps court qui est de prendre des mesures pour restaurer l'attractivité. Et ça passe par un volet financier qui est un volet important et le volet actuel est certainement pas suffisant. Mes collègues des autres territoires ne comprennent pas que des mesures soient prises pour les Franciliens et pas pour les autres régions. Alors pardon, parce que je vous coupe un tout petit instant, il y a quand même eu un plan pour l'hôpital public qui a été annoncé il y a pile 2 mois. C'était le 20 novembre. Non, il y en a eu 3 avec quand même un certain nombre de mesures que je rappelle en un instant. Hausse du budget de l'assurance maladie de 1,5 milliard sur 3 ans pour l'hôpital, des primes pour certains soignants, je ne rentre pas dans le détail de ces primes, et une reprise de la dette des hôpitaux publics par l'État à hauteur de 10 milliards. C'est pas une réponse d'urgence? Il y a eu 3 plans successifs, force est de constater qu'ils sont insuffisants. Donc ce n'est pas moi. Si les infirmières, les aides-soignants, les médecins disaient « bon, bah, ça va et on reste », très bien, moi je ne cherche pas à ce que... Mais la réalité, c'est que ça n'est pas satisfaisant. Donc il faut revoir ces mesures de court terme. Et puis il y a, oui, un terme plus long. Qu'est-ce qu'on demande à l'hôpital dans notre pays?
Quelle mission, quelles organisations, quel financement? Et comment s'articule-t-il avec les autres acteurs du système de soins? Et ça, c'est un processus qu'on peut appeler états généraux, assises, Grenelle, comme on veut. Et c'est un processus plus long, mais il est urgent de le débuter, parce qu'il y a aussi une perte de sens pour les professionnels qui, parfois, ne comprennent plus ce qu'on leur demande, vivent des conflits éthiques du fait de la restriction des moyens, du fait des autres acteurs. Et donc, à laisser la situation comme ça un peu pourrir, on aboutit à une radicalisation. Moi, j'ai été très marqué. J'étais jeudi à Saint-Louis, à l'Assemblée générale du collectif interhospitalier. Il y avait une mobilisation, il y avait beaucoup de monde, des chefs de service jusqu'aux aides-soignants. Eh bien, il commence à y avoir des propos très durs qui sont tenus envers les autres acteurs du système de soins. Et ça, comme dans tout conflit, cette radicalisation, elle est la marque d'une absence de réponse de l'autorité qui régule, de l'autorité politique. Entre eux. Eh bien, oui, mais si la ville faisait ça, on n'en serait pas là. Si, bon, cette mise en cause des autres acteurs n'est profitable à personne. Et donc, il est urgent de mettre tout le monde autour de la table pour avancer sur l'hôpital public. Ça veut dire en interne, mais dans ses rapports avec les autres acteurs du système de soins. Vous parliez d'une réponse d'urgence et d'une réponse de plus long terme, et là je vais me tourner vers vous, Frédéric Bizard. Agnès Buzyn demande aussi de la patience aux soignants en disant « Mon plan, Ma Santé 2022 va finir par porter ses fruits », et elle demande quelques mois de patience. On peut comprendre qu'elle défend la politique qu'elle a mise en place, mais malheureusement, c'est pas Ma Santé 2022 qui va nous sortir de là si on est objectif. Et je crois qu'on est dans le milieu médical, et en vous écoutant et quand on fait un certain nombre de débats, on voit qu'il y a déjà un problème de poser le bon diagnostic. Mais quelque chose de purement objectif. Après, on peut être en désaccord sur les solutions, mais on a un vrai problème de diagnostic. Il y a d'abord il y a le monde qui a radicalement changé. Vous avez une triple transition démographique, épidémiologique, technologique qui remet véritablement en cause l'organisation d'il y a 70 ans. Ça, c'est pas fait, c'est pas dû à ce qu'on a fait depuis. Je partage la vision de Mattmann, mais alors il y a une deuxième chose qui est, en effet, on a fait un certain nombre de choses. Les politiques ne sont pas restés inertes, mais on a probablement été dans une mauvaise direction, qui était de centraliser toute la gouvernance et d'hyper-administrer la gouvernance. On était dans un système de santé qui était le plus décentralisé au monde. On critiquait beaucoup dans les hôpitaux publics le mandarinat, c'est-à-dire que, mais en fait, on gérait à l'échelle du service les ressources. Ça n'avait pas que des avantages, mais au moins on les gérait proche du terrain. En ville, c'était vraiment la relation médecin-patient qui permettait cette gestion des ressources-là. Et on est passé d'un système très décentralisé, qui a fait le succès globalement de notre système, à une administration, à une gestion, à une régulation hyper centralisée, puisqu'on a étatisé le système sur la chose. Donc ça, depuis 20 ans, on n'a pas arrêté de créer des agences, d'éloigner la décision du terrain. La loi HPST, il fallait qu'une seule tête. Cette tête, c'est l'administration qui doit piloter un hôpital. Et ça, ce sont des erreurs que l'on paye aujourd'hui très cher. Donc oui, la T2A, on peut trouver des boucs émissaires, mais attention, la T2A, elle a été mal appliquée. On y reviendra si vous voulez bien. C'est vraiment un chapitre sur lequel je voudrais qu'on se concentre, mais on va poursuivre cette analyse et cette discussion. Je voudrais juste qu'on aille en salle des conférences rejoindre Quentin Calmet. Quentin, vous êtes avec Pierre Médevielle, sénateur union centriste de la Haute-Garonne. Il se trouve qu'il avait lui-même interrogé Agnès Buzyn sur la situation des services d'urgence. Exactement, Rebecca. En juillet 2019, bonsoir Pierre Médevielle, vous écriviez à la ministre de la Santé le fait qu'il y avait de grosses difficultés de fonctionnement des urgences, notamment en Haute-Garonne, mais en fait vous parliez aussi de tout le territoire dans votre question. On voit les internes qui entrent dans le mouvement de grève aujourd'hui après les chefs de service la semaine dernière. Est-ce que c'est dire que les plans hôpitaux présentés par le gouvernement ne rassurent pas les professionnels et que vous êtes vous aussi pas rassurés? Écoutez, les plans hôpitaux ont le mérite d'exister, d'être mis en place, mais bon, cette crise hospitalière, si on reprend un petit peu, si on remonte un petit peu, elle vient quand même de loin. Moi, je l'ai dit mardi dernier en question au gouvernement, il faut que ça commence à remonter aux 35 heures déjà. On savait, sans être spécialiste de l'économie, que l'hôpital ne pourrait pas payer les RTT. Il a commencé à y avoir une désorganisation. C'est ajouté le phénomène de désertification médicale qui touche tout notre territoire. C'est la France entière qui est touchée. Donc que se passe-t-il? Les médecins généralistes dans nos anciens chefs-lieux
n'assure plus un service d'urgence de garde satisfaisant les week-ends, les jours fériés, donc tout le monde va aux urgences et il se passe évidemment, il y a un afflux de patients aux urgences qui ne peut pas être pris en charge correctement par les équipes qui sont en place, qui de toute façon ne sont pas adaptées pour un tel flux de patients. Et alors, la réponse du gouvernement, est-ce qu'elle est appropriée? Lui, il demande du temps, hein, ça a été évoqué encore il y a quelques minutes en plateau avec Rebecca Fitoussi. Il demande du temps pour mettre en place tout ce qui a été voté, notamment ici au Parlement. Est-ce que c'est suffisant, tout ce qui a été voté? Je pense que Mme Buzyn a les épaules larges, mais on ne peut pas raisonnablement lui mettre tout sur le dos. Cette crise, comme je le disais, elle remonte quand même à un certain temps. Il y a des mesures qui sont mises en place qui sont intéressantes. Il y a une augmentation de moyens humains, il y a une augmentation de moyens financiers aussi. La crise s'est étendue des services d'urgence à tous les services, avec la démission de plus d'une centaine de chefs de services hospitaliers de leurs fonctions administratives. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir aussi au sein du fonctionnement de l'hôpital, redonner du poids aux commissions médicales d'établissement par rapport aux sanitaires et par rapport aux comptables. Et sur les budgets, rapidement, justement, vous parliez de ces chefs de service. Eux, ils disent qu'en fait, sur la table, il n'y a vraiment que 200 millions d'euros dans les annonces qui ont été faites. Eux, ils voudraient 600 millions d'euros. Alors ça peut paraître comme ça un jeu sur les chiffres, mais qu'est-ce que vous dites, vous? Oui, il faut tout de suite de l'argent. Il y a toujours de la surenchère. En ce moment, tout le monde veut des millions, des centaines de millions. Quand on connaît nos difficultés budgétaires, je crois que c'est une question quand même qui mérite d'être vue avec sérénité et en fonction de nos moyens. Je crois que Mme Buzyn a parfaitement compris qu'il fallait des moyens supplémentaires pour l'hôpital, mais ce n'est pas uniquement une question de moyens. Je crois que si on arrive à assurer les gardes correctement dans nos campagnes, les services seront moins surchargés. Voilà, et c'est une question globale qui se joue donc sur le territoire. Pierre Medevielle, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Quentin. Ce n'est pas juste une question d'argent, Agnès Hartmann. Les plans d'Agnès Buzyn pourraient globalement être suffisants? Alors, je ne partage pas une bonne partie des analyses qui sont faites ici. Je reviens sur la T2A, la tarification à l'activité où on nous a demandé de produire. Le budget de la sécurité sociale, il est fermé. Donc quand un hôpital se mettait à produire des séjours pour capter de l'argent, ça voulait dire que l'hôpital d'à côté n'en aurait pas. Donc en fait, on nous parlait comme à une entreprise, mais au fond, on n'en est déjà pas une vraiment. Donc ça, c'est un aspect. Les mesures d'Agnès Buzyn, en fait, c'est des primes. Des primes qui concernent très peu du personnel, en particulier en Ile-de-France. Et quand on interroge les infirmières, les aides-soignantes, elles-mêmes disent que c'est pas ça qui les ferait ne pas partir. L'autre aspect, c'est les 600 millions d'euros. C'est tout simplement, parce qu'il vient d'être voté à l'Assemblée nationale, un budget qui ne permet pas de couvrir les charges de l'hôpital en 2020. Donc 600 millions d'euros, c'est juste pour être à l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a encore voté un budget d'économie, alors qu'on est déjà exsangue. Donc je ne partage pas ce que vient de dire ce monsieur. Et puis, sur l'histoire de la dette, on a passé 2h30 avec Mme Buzyn. Moi, je reprends le proverbe, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Personne ne comprend ce que c'est que cette histoire quand on nous dit on va reprendre. Alors, peut-être vous pourrez dire, mais le budget de l'hôpital annuel, c'est 84 milliards d'euros. La dette, apparemment, ça serait 30 milliards d'euros. Elle nous parle de reprendre peut-être 800 000, 1 milliard, mais c'est pas très clair. Sur combien d'années, on n'a pas compris. Et on a fini par comprendre que de toute façon, il fallait voter une loi pour faire ça, que ça serait pas avant décembre et que on n'arrive même pas à savoir si c'est que de l'investissement ou des postes. Enfin, voilà, la FHF n'a pas la même analyse, personne n'a les mêmes chiffres. Martin Hirsch sort d'autres chiffres. Donc, on a l'impression que c'est beaucoup de communication. Et en plus, on lui a dit, mais attendez, là, il suffirait que sur le budget qui vient d'être voté, vous fassiez une rallonge. Et on pourrait l'avoir dès maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que ce choix? En tout cas, ça a rassuré personne. On est sorti extrêmement déçus. Et puis, juste pour finir sur tout mettre à plat, en fait, l'enjeu, vraiment, là, c'est soit on choisit de remettre sur pied l'hôpital public. Franchement, l'enjeu, c'est celui-là, dans l'état où il est. Il y a un choix politique, c'est clair. Soit on choisit de remettre l'hôpital public en état, soit en effet, on met tout à plat, mais pour aller où? C'est ça qu'on craint, vraiment. Est-ce que le remettre à plat, ça sera pas faire l'hôpital qu'on craint, l'hôpital du pauvre, et puis beaucoup de mutuelles et d'assurances privées pour ceux qui pourront se payer un hôpital autrement. C'est ce qu'on ressent quand même globalement, et on n'arrive pas à savoir si le fait que la ministre ne nous réponde pas, elle dit qu'elle est attachée à l'hôpital public, mais
ce qu'elle met en place avec la lenteur avec laquelle elle le fait, on ne comprend pas. On lui a dit, Madame Buzyn, votre nom, il peut être attaché soit à l'enterrement de l'hôpital public, soit à son sauvetage. Sa renaissance. Mais elle n'a pas répondu à ça. Alors, vous avez été interpellés tous les deux, alors peut-être Frédéric Bizet. Mais d'abord, c'est important d'avoir cette impression, cette expression des gens qui y sont au quotidien. Et puis, il y a même pire que ça, il y a une souffrance dans un certain nombre et pourtant dans les plus grands hôpitaux de Paris, parce que ce qui est quand même là, vous avez normalement ce qui était le Graal, vous étiez, donc vous imaginez dans les centres hospitaliers. Sans lits fermés à la Pitié, ça. Sans lits fermés. Donc moi je suis très sensible à ça et c'est important. Maintenant je pense que ce qui manque, et ça il faut essayer d'être convaincu là-dessus, c'est qu'il manque quand même une vision d'avenir. Il manque, parce que vous savez, quand vous gérez des pouvoirs publics, bien sûr, puisque quand vous gérez un budget de 84 milliards d'euros, vous avez quand même un certain nombre de marges de manœuvre. Vous devez avoir une vision très claire de l'avenir, qu'on peut contester. Mais le problème, c'est qu'il n'y a strictement aucune vision d'avenir. On ne peut pas dire qu'on n'investit pas, on construit des hôpitaux, 1 milliard d'euros à Nantes, au milieu de Nantes, on est en train de refaire l'hôpital Nord à Paris, quasiment 2 milliards d'euros. Mais est-ce que c'est vraiment dans la pierre qu'il faut investir aujourd'hui ? Parce qu'on a paupérisé beaucoup de personnel hospitalier, parce que je rappelle qu'on a beaucoup investi à l'hôpital dans les années 2005-2010, et 2 plans hôpitaux, mais par contre, on a gelé le point d'indice du personnel soignant. Donc il y a quand même une contradiction. Il y a des paradoxes. Parce qu'il n'y a pas de réflexion stratégique. Il n'y a pas de cap. Et donc, moi je dis, attention, je comprends, et M. Jomier l'a extrêmement bien exprimé, il faut avoir une vision à la fois court terme pour desserrer les taux et redonner un peu un élan, mais il faut aussi avoir une vision à moyen et long terme, parce que les gens attendent des solutions de moyen et long terme. Les gens sont tout à fait capables de comprendre l'avenir d'un système de santé, et là ils voient bien que c'est le tunnel. Philippe de Normandie. Oui, et puis je trouve qu'il faut aller regarder également qu'est-ce qui marche. Parce que si les infirmières, elles partent de l'hôpital public, ou des médecins partent de l'hôpital public, ils vont dans d'autres types de structures où ils ont l'air d'être plutôt contents. Et je ne parle pas forcément du privé commercial. On voit bien qu'il y a tout un champ du privé, du monde associatif qui a des grosses structures et qui prend tout type de patients. J'ai travaillé beaucoup sur l'accès à la santé des personnes handicapées. On ne peut pas dire qu'effectivement l'hôpital public aujourd'hui accueille à bras ouverts les personnes handicapées, au contraire a fait des sélections, alors qu'il y a d'autres endroits qui les prennent. Donc je trouve que ce qui est intéressant alors c'est le problème du court terme et du long terme, mais on voit bien qu'il y a quand même un questionnement, parce qu'il y a des endroits où il y a des modes d'organisation, des modes de proximité, des modes de travail, des modes de collaboration dans les territoires qui existent. La preuve, c'est qu'on garde encore une médecine. Je pense qu'on est en situation très tendue, mais on garde, allons à l'étranger, on se dit mais quelle chance on a. Mais ça pourrait ne plus durer. Mais on en est, et c'est pour ça qu'on est tous conscients autour de la table de dire qu'il faut qu'on accepte de se poser des questions. Je ne pense pas que le gouvernement aujourd'hui dit il ne faut pas se poser de questions. La question, c'est jusqu'où on est capable d'aller collectivement. Et je pense que je n'ai jamais vu une telle opportunité. Jusqu'à il y a encore quelques années, les directeurs et les médecins, on se tirait des coups de bourre, comme on dit dans le pays. Le milieu associatif et le milieu des personnes, on a une chance extraordinaire, c'est structurer le monde associatif qui représente les patients. Parce que finalement, quand vous mettez les patients au cœur du système, on est capable de devenir collectivement intelligents ensemble. Donc je pense qu'on a quand même là une opportunité, moi personnellement, que j'ai jamais connue, où on pourrait se dire ensemble, il y a quand même un certain nombre de questions qu'il faut qu'on soit capable de se poser pour pouvoir se dire on est capable de redonner et de réenchanter le système. Parce qu'il faut lui redonner du sens, le réenchanter. Parce que finalement, il y a quand même... Voilà, je trouve que là, il faut qu'on aille dans cette opportunité. Mais je pense qu'on a eu quelques ouvertures. Et juste une autre illustration des difficultés que connaissent les services, parce qu'on parle beaucoup des urgences, on parle beaucoup de certains services, mais c'est la pédiatrie, les services pédiatriques qui tirent la sonnette d'alarme à leur tour aujourd'hui. On ne veut pas attendre un drame. Pourquoi les urgences pédiatriques sont au bord de la crise sanitaire? Regardez, c'est le titre de France Info qui a recueilli de nombreux témoignages, dont celui de Stéphane Dauger, chef du service aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré. Il nous dit « Entre octobre et mi-décembre, nous avons dû transférer 25 nourrissons à plus de 150 km du domicile de leurs parents, faute de place en pédiatrie dans un des 3 hôpitaux habilités d'Île-de-France. » Et on parle de l'Île-de-France, Bernard Jomier. Oui, d'ailleurs, il y a un collectif de parents qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a demandé d'ailleurs à Agnès Buzyn d'être reçue. Elle n'a pas souhaité les recevoir, et moi je le regrette, parce que je pense que dans toutes ces questions, le dialogue est indispensable. La situation est complexe, c'est tout à fait exact. Oui. Les personnels se posent des questions sur l'universalité de l'hôpital public. Mais moi, je crois qu'il faut affronter ces débats. Mais elle ne les reçoit pas, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de cap, parce qu'elle n'a pas de direction, parce qu'elle n'a plus d'argent à distribuer. Pourquoi ? Je pense que ça n'est pas une priorité pour le gouvernement. Rappelez-vous. Donc vous pensez que c'est une question politique ? Mais bien sûr, rappelez-vous quand le chef de l'État a écrit aux Français pour le grand débat. Il n'a pas écrit une seule fois le mot santé. Conclusion du grand débat, le thème qui est sorti en premier, c'est la santé.
au travers de la désertification médicale, des hôpitaux publics qui ferment ou qui réduisent leur activité. Et donc, il y a une non-appropriation, il y a une non-réponse politique, et c'est flagrant. Quand vous avez 1000 chefs de service qui démissionnent, qui sont reçus par la ministre, et qui, au bout de 2 heures, sortent en disant bah, on n'a pas de réponse, on se reverra dans 2 mois, ça s'appelle une absence de réponse du pouvoir politique. Tout est acceptable en démocratie, sauf de ne pas répondre. On peut prendre une option, on peut défendre, certains défendent une privatisation accentuée de l'hôpital. Bon, moi, ça n'est pas ma ligne politique, mais tout est discutable en démocratie à partir du moment où on met les cartes sur la table et on dit clairement. Et je crois qu'un certain nombre de personnes et de personnel hospitalier ont le sentiment désagréable qu'on ne leur dit pas où on mène l'institution hospitalière, qu'on ne leur dit pas très clairement ce qu'on attend de l'hôpital et ce qu'on ne veut pas que l'hôpital fasse. Et cette absence j'allais dire, de clarté et d'honnêteté dans l'orientation politique crée un désordre qui est extrêmement important et crée... Et beaucoup de désarroi, on le voit. Mais un désarroi qui est profond. Enfin, on entend des soignants dire des choses, j'allais dire, qui font mal au cœur, qui sont malheureux, alors que c'est quand même, on le partage ici autour de cette table, le plus beau métier du monde, comme on dit. C'est une chance de soigner. Donc il faut absolument leur répondre, il faut absolument les écouter, il faut absolument dialoguer. Oui, alors d'abord, il faut voir que cette réforme, qu'on appelle systémique, comme pour les retraites, elle ne peut pas être doctrinaire. On ne peut pas avoir une approche doctrinaire parce qu'on va réinventer le modèle pour 50 ans. C'est une première chose. Moi, je ne connais pas un seul parti politique qui travaille sur le sujet sérieusement. D'accord ? Donc, le gouvernement n'est pas prêt à cette réforme-là, comme aucun parti politique n'est prêt. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons créé l'Institut Santé, pour se dire, la société civile, c'est peut-être à elle de prendre les devants, de trouver les solutions et de proposer des choses. Il faut savoir que le pays dispose, ça a été dit un petit peu par M. de Normandie, de ressources assez uniques au monde. Si vous prenez les ressources humaines, moi, je travaille pour des pays émergents, croyez-moi, quand on manque de médecins, de gens qualifiés, vous vous dites, de toute façon, je ne vais pas régler le problème avant des décennies. Bon, nous n'en manquons pas. Là, on l'a, le personnel. Nous avons potentiellement les ressources financières. On n'a jamais eu autant de médecins en France. Il faut bien les utiliser. Voilà, bon, les ressources financières sont très mal allouées, mais en tout cas, on peut les avoir. Bon, et les ressources technologiques, n'en parlons pas. On est quand même dans si on veut avoir une vision un petit peu positive, on n'a jamais eu autant d'innovation à la fois thérapeutique, technologique sur le tout. Donc on a tout pour réussir. Donc on voit bien qu'on a là un problème, si vous voulez. Et j'invite notamment l'hôpital public à réfléchir sur le service public de santé. Parce que l'hôpital doit réinventer sa place. Je ne pense pas que l'hôpital public seul peut régler le problème. Parce que la crise de l'hôpital public vient d'une crise des EHPAD, où vous avez tout un tas de personnes âgées qui finissent à l'hôpital public et qui devraient être en EHPAD. Vous avez des gens de la ville qui sont traités à l'hôpital. Enfin, tout ça, on le sait. Bon. Et puis on sait qu'il y a un vieillissement en bonne santé qui est très insuffisant parce qu'on a une insuffisance d'action en amont sur la prévention. Bon. Donc on voit bien qu'il faut trouver le nouveau modèle qui petit à petit revoir toute la chaîne. Mais on peut très vite inverser la tendance, redonner un espoir au personnel soignant et aux patients très vite. Moi, je suis persuadé qu'en quelques mois, sous réserve, qu'il y ait un vrai plan Marshall de la santé qui fasse consensus. Alors, vous avez déjà un peu posé la question, comment en est-on arrivé là ? Quand les problèmes ont-ils vraiment commencé à l'hôpital ? Je voudrais qu'on écoute à nouveau Agnès Buzyn sur ce point, la semaine dernière sur France Info. Écoutez, c'est très court. Nous savons que dans certains endroits, la pression financière a été trop importante depuis 10 ou 15 ans et elle a dégradé les conditions de travail considérablement. Agnès Hartmann, elle date cela de 10 ou 15 ans. Vous êtes au moins d'accord sur ce diagnostic et de quoi parle-t-elle ? Mais les 2 dernières années, là, enfin c'est très technique ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous allez comprendre. Alors on va essayer. Vous savez, l'argent qui rentre dans les caisses de l'hôpital est attribué par séjour, c'est ce que je vous ai dit, c'est comme ça qu'un hôpital fait des recettes. Et sur les 2 dernières années, Madame Buzyn, elle a baissé ce tarif. C'est-à-dire qu'en fait, pour les séjours, les 2 dernières années, l'hôpital touchait encore moins qu'avant. Donc la réforme de la tarification de l'activité à bon dos, elle-même, elle a fait en sorte que cette réforme... Regardez les chiffres, vous verrez. Donc en effet, ça date d'il y a un bon moment, mais elle y a contribué ces 2 dernières années. Et puis je voulais dire par rapport à... On a des bons professionnels. Oui, sauf qu'en ce moment, les écoles d'aides-soignantes commencent à être vides.
C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, les salaires n'ont pas du tout été revalorisés. Les salaires de la fonction publique hospitalière sont extrêmement bas. Les infirmières ont un salaire médian qui est de 500 € inférieur au salaire médian du reste de l'Europe. Donc il y a quand même une crise de vocation. Alors tant que les conditions de travail étaient bien et qu'il y avait un travail d'équipe, une famille, on était auprès des patients, on faisait des projets, de l'humain, les gens étaient prêts à accepter des petits salaires. Mais là, c'est fini. Et donc il manque... Les gens ne s'inscrivent plus dans les écoles quand même. Donc, on lui a demandé à Agnès Buzyn de faire un geste fort là-dessus. On lui a dit, mais il faut qu'on sorte d'ici en annonçant un geste fort pour les personnels, pour qu'ils ne fuient plus l'hôpital public et qu'ils aient envie de refaire ce métier. Et on ne l'a pas eu. Philippe de Normandie. Non, mais c'est vrai que notre système de financement fait qu'on a eu des organisations qui sont devenues extrêmement tayloriennes. C'est-à-dire qu'une aide-soignante, c'est 10 minutes, vous avez 10 minutes pour faire une toilette, etc. Du chiffre. Et on a perdu le sens. Et la parole de ces personnels, qui est absolument essentielle, finalement, elle ne compte plus. Et donc, ça n'a plus de sens. Ce qui est intéressant dans les études sociologiques, quand on regarde, on a fait beaucoup au niveau de la MNH, par exemple, c'est de se rendre compte que ce n'est pas qu'un problème de sous. C'est effectivement déjà de pouvoir avoir du sens, de pouvoir participer là où ça marche et là où on recrée une vraie notion d'équipe. Or, au jour d'aujourd'hui, la notion d'équipe, arrêtons ça n'existe plus. Demandez à les infirmières ce qu'elles pensent des internes et les internes des infirmières. On a besoin de recréer cette proximité. Alors, tu parlais des mandarins. Enfin, en tout cas, c'est sûr que notre organisation, qui est une organisation finalement assez taylorienne, partant de très haut, où ces notions d'équipe, de proximité, de décision collective, elle a beaucoup disparu. Et ça crée des malaises et qui fait que les gens les plus faibles ne prennent plus la parole. Mais c'est valable pour le PH. Mais le médecin qui n'est pas le grand professeur. Et encore, pourquoi l'équipe a disparu? Pour des questions de rentabilité financière quand même. C'est-à-dire qu'on a dit, l'infirmière, si elle pouvait être sur 4 étages, un jour il y en a 20. Et à la PHP, on a même mis, les infirmières font tantôt le matin, tantôt l'après-midi. Je ne sais pas si vous voyez, pour des jeunes femmes, c'est ingérable. C'est quand même pour une histoire d'optimiser le personnel. Et on a plus fait confiance aux gens. C'est-à-dire que je trouve qu'il était intéressant d'aller voir dans les pays scandinaves ou d'autres. Il y a des organisations où on se dit, faisons confiance aux gens pour qu'ils s'organisent entre eux. Et finalement, c'est de bien plus intelligent. Et en plus, pour un patient, parce qu'il peut y avoir une aide-soignante qui s'entende mieux avec monsieur de Normandie malade et une autre moins. Enfin, je veux dire qu'il faut qu'on remette des mots-clés, notamment ce mot de la proximité, de la confiance, de reconstruire les équipes. Ça, c'est des éléments essentiels et on peut aller vite, je suis d'accord avec toi, pour arriver à redonner du dynamisme. Encore un exemple juste très concret, je vous laisse poursuivre évidemment de ces dérives liées à la tarification, à l'activité. Un témoignage anonyme d'une infirmière, c'était dans Cache Investigation et ça date de 2015. Donc on sent que la crise est quand même profonde et depuis un certain temps. Je la cite, un acte de décès, au lieu de le noter à l'heure fixe, c'est-à-dire à 23h55, va être noté à 0h15 parce que ça fera une facturation d'un jour de plus sur le service. On nous demande de maintenir un patient en vie au maximum, même quand il est en fin de vie. Par exemple, 48 heures d'affilée, Frédéric Bizard. Oui, alors... Là, on est dans les dérives très claires. Non, mais c'est clair. Ça a été extrêmement mal... ça marche dans certains pays. En France, on l'a appliqué là où on ne devait pas l'appliquer. Ça ne peut fonctionner que sur des gestes courants, sur des gestes programmés, certainement pas sur le reste. Bon, on a essayé de la généraliser à tort. On ne va pas trop parce que c'est assez technique. Par contre, moi, je juste mets en garde une chose. Il ne faut pas rendre l'efficacité économique antinomique avec le statut d'hôpital public. D'accord. Parce que ça, c'est un piège pour l'hôpital public. Parce que j'entends souvent, oui, mais à l'hôpital public, de toute façon, on ne peut plus gérer parce qu'il y a un... Non. Et d'ailleurs, moi, je pense que ce qu'a proposé la Fédération hospitalière de France, qu'il fallait finalement changer le statut, parce que c'est comme ça qu'on finit. On se dit, finalement, si le public, on va mettre ce qu'on appelle les ESPIC, c'est-à-dire un privé à but non lucratif, ou bien on va avantager le privé. Non, il n'y a pas... La théorie économique est très claire là-dessus. Il n'y a pas de raison à ce qu'un hôpital public qui n'a pas à être rentable, mais qui doit être suffisamment productif pour pouvoir financer ses investissements et être à la page et être attractif, parce qu'en effet, on va vers cette paupérisation du système qui fait qu'il n'y aura plus que les personnes indigents et pauvres qui iront à l'hôpital public demain, ce que personne autour de cette table n'a envie. Donc il faut rendre l'hôpital à la fois attractif pour ceux qui y travaillent et attractif pour l'extérieur. Donc il faut qu'il y ait une efficacité économique. Il faut quand même parler sous, c'est ce que vous nous dites. Mais cette efficacité économique, par contre, elle ne peut pas être trouvée comme elle l'est actuellement par une approche purement comptable et administrative. Il faut que le personnel médical soit pleinement impliqué dans cette approche d'efficacité économique. On a tout de même un problème dans notre pays aussi, c'est que vous regardez l'éducation nationale, un collège, un lycée, l'éducation nationale paye les professeurs, la pédagogie, l'enseignement, pas les locaux. Les locaux et les collectivités territoriales sont impliquées directement, le département, le collège, la région, le lycée, etc.
Pourquoi est-ce que pour les hôpitaux, le bâtimentaire qui est en train de se dégrader, dans lequel les investissements ne sont pas faits, qui est coûteux en énergie, la transition écologique ne se fait pas par moyen d'investissement, n'est pas sorti du budget du ministère de la Santé pour être confié, par exemple, aux collectivités territoriales ou une agence nationale en partenariat avec les collectivités. Certes, c'est un transfert, vous allez me dire, de charge. Sauf que je pense que la gestion serait meilleure. Et deuxièmement, on cesserait d'avoir un budget qui est hypertrophié santé par les dépenses bâtimentaires et où on envoie sans arrêt le message, parce que ça, c'est un autre problème, sans arrêt de voter en déficit la loi de finances de la sécurité sociale et de dire au personnel, à travers ça, vous coûtez cher, vous vous organisez mal, c'est de votre faute, vous coûtez cher, sans arrêt chaque année. Et moi, je trouve que ça a un côté presque pervers. Donc, et insultant. Il nous reste 1 minute. Agnès Hartmann, peut-être, pour répondre à cela. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je me souviens de réunions il y a quelques années où on nous expliquait qu'il allait falloir faire du séjour pour pouvoir remplacer le lavabo. On se disait, mais... Et on nous culpabilise, en effet. On nous montre qu'on n'est pas à l'équilibre, qu'on n'est pas productif. C'est des mots qu'on a du mal à entendre à l'hôpital public. On n'est pas là pour faire de la productivité pour nous. En tout cas, pour produire de l'argent pour réparer nos bâtiments, il y a quelque chose qui ne va pas. Philippe de Normandie, vous aurez le mot de conclusion en 30 secondes. Non, mais je pense qu'il faut qu'on marche sur 2 pieds. Il faut parler du métier, on peut parler de l'économie, mais il faut qu'on ait un équilibre qui soit un équilibre efficace. C'est pas incompatible. Et s'il n'y a pas le métier, donc le sens, eh ben on voit bien qu'on crée un déséquilibre, on est tous un peu perdus. Et les plus fragiles de nos collègues qui se donnent un mal de chien, et je pense encore aux aides-soignantes, et bien finalement, ils ne s'y retrouvent pas, ils s'en vont. Donc il faut qu'on réenchante. On a écrit avec des directeurs d'hôpitaux comment réenchanter l'hôpital. Je pense qu'il y a vraiment... Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a de l'optimisme, les gens veulent, il y a des engagements. Je pense qu'on a quand même des gens qui nous écoutent. Il faut qu'on arrive collectivement, et la société civile, c'est collectivement qu'on va réussir à se réenchanter. Et on s'arrêtera sur cette note positive. Merci beaucoup à tous les 4. Je voulais juste appeler à la manifestation du 14 février tous les personnels des hôpitaux et le soutien des usagers. Merci. Et l'appel est lancé. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. LPL continue avec notre entretien de la semaine. #LPL, si vous avez envie de réagir à l'émission sur Twitter. Nous recevons ce soir la philosophe Sandra Logier. On va tenter de prendre un peu de recul sur cette violence qui s'exprime de manière de plus en plus radicale face au pouvoir politique. On va voir cela avec elle juste après le rappel des faits en images. C'est avec Flora Sauvage. Un manifestant frappé au sol par un policier lors de son interpellation. La vidéo est filmée samedi dans la capitale en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à l'IGPN, la police des polices. Ce sont des images choquantes pour lesquelles le préfet de police a immédiatement saisi ses services pour les comprendre, pour voir s'ils peuvent trouver une explication. À l'heure qu'il est, je n'en vois aucune. L'IGPN a été saisi dans le cadre d'une demande du procureur. Il faut que la vérité soit faite sur cet acte et que nous le comprenions. Interrogée sur les violences policières, Marine Le Pen attribue la montée des tensions au préfet de police de Paris, dont elle réclame la démission. Si on assiste à la multiplication d'un usage disproportionné de la force, c'est parce qu'il y a des instructions qui ont été données en matière de maintien de l'ordre. Ce lundi, une nouvelle intrusion revendiquée par la CGT a eu lieu au siège de la CFDT. Vendredi soir, Emmanuel Macron a dû quitter précipitamment le théâtre des Bouffes du Nord face à des manifestants. L'opposition dénonce la radicalisation contre la réforme des retraites, tout en pointant du doigt l'exécutif. Le gouvernement porte une responsabilité dans cette tension permanente. Et il y a une certaine forme d'arrogance, de mépris de l'exercice du pouvoir. Pour le leader de la France insoumise, la contestation contre la réforme des retraites n'est pas devenue plus violente. Ça, c'est le rêve de l'Élysée. Ils aimeraient pouvoir enfermer le mouvement social dans des scènes et des spectacles de violence. Ce n'est pas vrai, c'est seulement fait pour faire peur. Le gouvernement, lui, reste inflexible. Pas question de plier sous la menace d'une radicalisation du mouvement contre les retraites. Il présentera son projet de loi vendredi en Conseil des ministres. Allons
plus loin donc avec vous dans l'entretien de la semaine. Sandra Logier, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeure de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie du langage et de philosophie morale. Vous publiez Nos vies en série chez Flammarion. C'est une réflexion sur la façon dont nous consommons les séries, sur ce que cela peut dire de nous, sur leur influence sur notre pensée. On y reviendra évidemment dans cet entretien, mais comme vous travaillez aussi sur des sujets comme la démocratie, on va profiter de votre présence. Quand on regarde ces images de violence du week-end, qui j'imagine ne vous ont pas échappé, quand on apprend qu'il y a encore eu une nouvelle intrusion au siège de la CFDT tout à l'heure, avec coupure d'électricité, est-ce que vous vous dites que notre démocratie est en danger ? Alors je ne dirais pas qu'il y a un danger dès lors qu'il y a de la violence. Il est évident que là on a affaire à un mouvement social avec une très très grande colère. Je crois qu'on a déjà l'année dernière par exemple au moment des Gilets jaunes dénoncé la violence des mouvements. Il est clair qu'il y a souvent des personnes violentes qui peuvent en effet se livrer à certaines agressions. Pour l'instant, ce ne sont pas des agressions sur des personnes, contrairement peut-être à la violence policière qui parfois s'en déprise à des personnes. Donc je crois qu'on va très vite accuser de violence quand même des mouvements sociaux, populaires. C'est aussi une façon de les déconsidérer, mais ce n'est pas du tout non plus pour excuser, bien sûr. Oui, mais on parle de toute forme radicalisation quand même de ces oui, bien actions. sûr. Mais je crois que c'est vraiment une accusation qui vient très vite lorsque on considère que un mouvement met en cause l'autorité, les projets du gouvernement. Et donc c'est une attaque quand même assez classique et qui est quand même bien connue des historiens, de tous ceux qui réfléchissent aux démocraties. Il est clair que dès qu'il y a un mouvement vraiment contestataire, il va être accusé de violence. Parfois, c'est justifié. Là, ça n'est pas. Voilà, c'est des actions. Ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que finalement, ce qui vous inquiète plus, c'est ce qu'on appelle les violences policières, finalement, qui, elles, pourraient mettre en danger la démocratie ? Alors, les violences policières ont été malgré tout pas mal critiquées ces derniers temps. Donc c'est bien qu'on réalise qu'il y a eu ces violences et c'est vrai qu'elles choquent parce qu'elles vont vraiment atteindre des personnes dans leur corps et avoir des conséquences extrêmement graves sur des personnes. Donc c'est plutôt comme ça qu'on entend la violence. Donc après, dire que c'est un danger pour la démocratie, je ne dirais pas. Vous n'iriez pas jusque-là. Je pense que c'est vraiment extrêmement nuisible et une mauvaise chose. Mais bien sûr, la police est également nécessaire à la démocratie. Depuis un an, depuis cette crise des Gilets jaunes, on assiste aussi à une résurgence des débats citoyens. Beaucoup de débats, comme réponse d'ailleurs à cette colère sociale. Il y a eu le grand débat, il y a la Convention citoyenne sur le climat. L'Europe se met aussi au débat sur l'avenir des institutions européennes. C'est un peu nouveau et ça semble fonctionner. On a l'impression que le citoyen n'a jamais eu autant soif de participer, de participation. Jamais il a autant voulu s'impliquer dans la construction de la vie de la cité. Est-ce que c'est aussi une impression que vous ressentez ? Oui, c'est un phénomène très intéressant, mais c'est un phénomène vraiment qu'on a remarqué. Albert Augien, qui est sociologue, et moi, avec qui nous avons écrit plusieurs livres sur la démocratie, c'est vraiment depuis le début du siècle qu'il y a cette volonté des citoyens de prendre la parole avec l'idée que les citoyens sont eux aussi compétents politiquement. Et donc ça fait partie aussi du mouvement de critique des partis, des professionnels de la politique. Il y a vraiment cette idée que dès lors qu'un citoyen est vraiment impliqué et veut parler, eh bien il faut l'écouter. Et je crois que cette idée-là, elle s'est vraiment développée au moment du mouvement des Gilets jaunes. Il y avait vraiment cette idée que finalement les citoyens étaient privés de parole et qu'ils voulaient il y avait cet appel, se faire entendre. Consultez-nous, demandez-nous notre avis, nous on a des solutions concrètes, on sait. Oui, parce que beaucoup de citoyens sont très compétents en réalité, connaissent beaucoup, par exemple, les questions environnementales dans leur région. Il y a une forme d'expertise citoyenne qui s'est développée depuis très longtemps et qui peut rivaliser avec l'expertise technocratique qui peut parfois paraître un peu orientée au service du gouvernement. Donc on a des conflits d'expertise. Et par ailleurs, vous parliez de la participation. C'est vrai que de plus en plus, on a des techniques de participation citoyenne, c'est-à-dire vraiment des systèmes de consultation très larges
qui permettent vraiment, là aussi, aux citoyens ordinaires de donner leur avis et aussi de prendre des décisions. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui est assez subversif politiquement. C'est pour ça qu'on va difficile à accepter, jamais... en tout cas, pour les responsables politiques. Tout à fait. Pour ça, quand on parle de consultation, très souvent, on essaye finalement d'arrêter avant que les citoyens décident vraiment. Et trouvent des solutions qui contrarieraient éventuellement les idées politiques. Il y a quelqu'un qui avait senti les choses, il y a aussi pas mal de temps, c'est Ségolène Royal. Dès 2007, elle amène l'idée, peut-être vous en souvenez, de démocratie participative, une idée qu'elle va reprendre dans sa à plusieurs campagne. reprises. C'était un élément fort de la campagne de Ségolène Royal, et à l'époque, j'étais un de ses soutiens. Et ben alors justement, on va y venir, mais aussi en 2011, au moment de la primaire socialiste, elle en parle encore aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on regarde une archive très courte et je vous fais réagir après. Je ferai la République du respect, je ferai l'ordre social juste avec la participation active des citoyens et chaque institution sera à sa place. Un Parlement qui contrôle et qui ne fait pas le cumul des mandats, une justice indépendante qui ne subit plus l'intrusion de l'exécutif, un dialogue social de qualité et une démocratie participative vivante avec la consultation des citoyens. C'est fou d'entendre ça aujourd'hui, parce que ça date de 2011. Elle l'avait aussi dit en 2007. Elle avait senti quelque chose finalement d'assez moderne. Tout à fait. Je crois que Ségolène Royal a toujours voulu, d'ailleurs aussi dans sa région. Donc elle a vraiment compris qu'il y avait un outil là de progrès politique dans la participation. Et c'est pas seulement la participation au sens où on vous invite à partager un gâteau qui existe déjà ou à une soirée. C'est vraiment donner une autorité aux citoyens. C'est-à-dire plus d'horizontalité finalement que de verticalité. C'est vraiment l'horizontalité et c'est vraiment aussi la co-construction des politiques avec les responsables. Avec vraiment cette idée qui est la seule conception vraiment complète de la démocratie, de dire que chacun doit participer à la construction de la vie publique. Est-ce que ça veut dire aussi, peut-être, que la démocratie représentative ne fonctionne plus, a déçu ou ne suffit plus ? Il est clair qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à la participation parce que la démocratie représentative, alors c'est pas qu'elle ne suffit pas, c'est qu'elle n'est pas vraiment représentative. Les citoyens ne se sentent pas représentés. Alors bien sûr, ils ont élu des candidats de façon extrêmement démocratique. Il n'y a pas de mise en cause de cela. Mais une fois qu'ils ont élu ces personnes, ils n'arrivent pas en fait à avoir prise sur les actions de ces personnes qui se retrouvent prises elles-mêmes au Parlement dans des jeux politiques qui finalement leur font oublier leurs électeurs. Le politologue Pascal Perrineau nous dit que les jeunes commencent même à douter de la démocratie. Oui, beaucoup de jeunes, en effet, commencent à dire que la démocratie, c'est un peu un mot creux, et c'est dommage parce que la démocratie, ça a été vraiment un mot très fort depuis quelques décennies. C'est quand même un mot d'ordre mondial. Tous les pays qui ne sont pas en démocratie veulent la démocratie, et ceux qui sont en démocratie veulent plus de démocratie. On considère que finalement, il faut pousser encore. Donc pour moi, la démocratie, ça reste vraiment central, mais beaucoup de jeunes, en effet, ont l'impression qu'en réalité, ils ne sont pas en démocratie, puisqu'on est dans un système politique où il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre, notamment parce qu'on a un Parlement qui est, en tout cas l'Assemblée, qui est extrêmement en synergie avec le gouvernement, et donc il n'y a pas de véritable débat politique et de contestation politique. Et ensuite, les jeunes ont aussi l'impression que les outils traditionnels, la manifestation, les pétitions, les protestations, n'ont pas non plus d'effet. Et donc les outils habituels de la démocratie pour faire changer les choses, en réalité, semblent vraiment étouffés dans la façon actuelle de fonctionner de la démocratie. Il est aussi apparu le phénomène de désobéissance civile sur laquelle vous avez travaillé. Ça apparaît notamment sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs mouvements écolos ont fait parler d'eux récemment pour des actions non violentes de désobéissance civile. On pense à Extinction Rébellion, par exemple, mais il y en a d'autres. Beaucoup de personnes grillent maintenant les étapes classiques du parcours militant, distribution de tracts, soirée débat. Ils vont directement vers la désobéissance. Cette déclaration, regardez, elle est signée de Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace.
Peace France dans le magazine Reporter. Alors cette forme de contestation est-elle dangereuse? A-t-elle un avenir? Est-elle légitime, inévitable? Je vais vous demander votre avis dans un instant. On va d'abord rejoindre Quentin Calmet en salle des conférences. Quentin, vous êtes avec le sénateur LR Gérard Longuet qui a un avis sur cette question et qui aura peut-être une question pour vous aussi, Sandra Logier. Écoutez bien. Bonsoir Rebecca, oui, bonsoir Gérard Longuet. Bonsoir. Effectivement, nous vous écoutions avec attention. Alors Gérard Longuet, d'abord un mot sur ces nouvelles formes d'action coup de poing, de violence, qu'on avait vu notamment avec Extinction Rébellion. Est-ce que ça vous inquiète, ces nouvelles formes de militantisme ? Alors, dans le cas précis de la lutte contre la réforme du régime des retraites, on peut penser, il y a deux interprétations. La première, c'est de dire c'est le chant du cygne. La grève n'a pas changé la détermination de la majorité parlementaire. Et manifestement, le gouvernement, qui a lâché du lest, qui a beaucoup lâché d'ailleurs, va vers un vote parlementaire qui devrait le satisfaire. Et à ce moment-là, les opposants les plus décidés se rendant compte, ils le savaient déjà d'ailleurs, qu'ils étaient minoritaires politiquement, en tous les cas à l'Assemblée nationale, se disent on va frapper l'opinion d'une autre façon. L'autre lecture, c'est de dire, il y a en effet, et c'est le sens de l'intervention que nous écoutions, entre le numérique d'une part et l'hyper-présidentialisation de la vie publique d'autre part, les citoyens se disent, ne savent pas très bien où porter leur action. Et donc la tentation de l'image, la tentation du symbole, la tentation de frapper l'opinion, par exemple la manifestation spontanée, enfin plus ou moins spontanée au Bouffe du Nord, à l'encontre du président de la République, qui a quand même le droit d'aller au théâtre le samedi soir, c'est une nouvelle forme de mobilisation de l'opinion qui est extraordinairement dangereuse, parce que c'est la dictature des minorités agissantes. Alors, autre question, depuis plusieurs mois, voire années, votre groupe politique dénonce un recul de l'ordre public en France. Sont cités dans les prises de parole de vos collègues LR, Notre-Dame-des-Landes, certains lieux de culte, Sivins ou Bure, qui est dans votre département. Peut-on reprocher à cet exécutif de laisser s'affaiblir l'ordre public? Alors, cet exécutif-là a hérité de dossiers dont il n'est pas responsable. Notre-Dame-des-Landes, c'est une affaire de 20 ans qui a été mal gérée, notamment par les gens qui se sont exprimés tout à l'heure. Bon, il a hérité, il a fait un choix. Pour le reste, non, je crois que c'est un gouvernement qui essaye de maintenir l'ordre public, qui le fait avec des hommes qui sont harassés de samedi en samedi par les gilets jaunes, par des manifestations qui sont extraordinairement violentes. Moi, je garde en mémoire l'image de ce boxeur sur la passerelle, sur la Seine, qui était en train de démolir proprement des gendarmes, qui sont quand même des garçons solides, normalement, et qui en prenaient plein la gueule systématiquement. Et donc là, on s'inquiète, on se dit, mais est-ce qu'on ne va pas revenir à la loi de la jungle ? Monsieur Longuet, en studio, notre invitée Sandra Logier, professeure de philosophie, elle vous écoute. Est-ce que vous souhaiterez lui donner une remarque, lui poser une question? Alors, moi, je suis très dubitatif sur la démocratie participative et je crois profondément à la démocratie représentative, c'est-à-dire le vote des électeurs. La participation, c'est formidable, mais c'est en général la mobilisation de gens qui ont des convictions fortes et qui sont minoritaires et qui sont en général désavoués par le suffrage universel. J'ai un privilège sur vous, madame, j'ai vécu 68 et l'étonnement extraordinaire de l'opinion, c'est de constater qu'après 2 mois de manifestations à la fois nombreuses, puissantes et souvent sympathiques d'ailleurs, ça s'est terminé par une décision politique complètement inverse à ce que l'on pouvait imaginer. Eh bien, on va écouter la réaction en plateau de notre invité. Merci Gérard Longuet. Et on vous a écouté attentivement. Sandra Logier vous a écouté très attentivement. Elle a plein de choses à vous répondre. Elle commentait en direct même. Sandra Logier, votre réponse. Oui, je trouve ça effectivement extrêmement intéressant de voir ce type de réaction que l'on a toujours dès qu'on veut étendre la démocratie, élargir la démocratie à des personnes qui finalement n'avaient pas... Vous voulez dire que Gérard Longuet a peur? Ah oui, bien sûr. Ah bon? C'est une réaction de peur, en tout cas de réticence. Il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle « La réticence à la démocratie », parce que c'est vrai que, notamment pour des personnels politiques installés, très compétents, de longue date, c'est des réactions normales. Considérer qu'après tout, il y a vraiment un privilège quand même de cette expérience politique et que du coup, des personnes qui arrivent sur
voilà, sur ces questions ne vont Mais pas avoir les mêmes. Mais l'idée que la démocratie participative peut aussi partir un peu dans tous les sens, que cette participation citoyenne va pouvoir peut-être manquer de cap. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Il n'y a pas de risque à la démocratie trop participative? Je pense qu'il n'y a jamais de trop en matière de participation. Parce que qu'est-ce que ça veut dire participatif? Ça veut dire vraiment donner la parole à chacun. Et la démocratie, c'est cela. Ça n'est pas donc donner la parole à quelques-uns qui auraient été sélectionnés pour leurs compétences plus grandes. Et donc, oui, je sais qu'il y a toujours des réticences à cela, mais je pense que c'est parce que, en réalité, c'est comme quand j'entends M. Longuet dire « attention, les minorités, c'est dangereux et on a le risque de la tyrannie des minorités ». Ça n'a jamais existé, la tyrannie des minorités. L'expression existe pour la tyrannie de la majorité qui ne veut pas laisser la parole aux minorités. Il veut vous répondre, Gérard Longuet, est-ce que vous permettez qu'on lui fasse, qu'on le laisse répondre et ça va se transformer en débat, cet entretien. Allons-y, Gérard Longuet, je vous en prie. Deux questions qui me viennent à l'esprit. Premièrement, la cohérence, parce que le rôle de l'homme politique, c'est d'assurer la cohérence de décisions qui peuvent être contradictoires. Et c'est une dignité, et c'est vrai que parfois nous ne sommes pas compris, parce que ce qui interpelle d'un côté peut déstabiliser de l'autre. C'est la cohérence. Et le deuxième, c'est, je reviens sur cette idée, tyrannie des minorités. Vous savez, la célèbre formule que connaissent tous les élus locaux, votre déviation, d'accord, mais pas dans mon jardin. Votre éolienne, parfait, mais pas dans mon champ de vision. Or, il y a un moment où il faut accepter l'idée que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier ou minoritaire, même fut-il compétent et passionné. Alors, Sandra Logi, votre réponse, et après on va parler quand même des séries. Oui, rapidement. Quand on parle de tyrannie des minorités, c'est pas la même chose que mentionner cette espèce d'individualisme qui fait que chacun va penser qu'à son intérêt. En réalité, dans les discussions justement citoyennes, participatives, c'est vraiment le moment où chacun, où tout le monde peut avoir son mot à dire. Donc il n'y a jamais de tyrannie de ces personnes-là. Et je crois qu'il y a très souvent, et chez les hommes politiques, et bon, également chez beaucoup de penseurs, c'est pas seulement les politiques, il y a vraiment quand même toujours l'impression qu'on va être mis en danger si beaucoup de gens ont la parole. On a dit ça de toute façon déjà quand on a commencé à introduire plus de femmes, puisque je parlais des femmes politiques, donc dans les métiers et dans la politique, ou des personnes aussi, des minorités justement, d'origine variée. Je crois qu'il y a toujours une peur et dans ce cas-là, ça se traduit par une critique du désordre potentiel. Allez, il nous reste 4 minutes. On va aller consacrer à votre réflexion sur les séries. C'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire dans votre livre « Nos vies en série », paru chez Flammarion. Vous dites que ces séries sont un outil d'éducation morale, de pensée politique et de combat. Et on va peut-être voir quelques images de séries, puisqu'il y en a beaucoup, notamment sur Canal+. On va peut-être voir l'image de Baron Noir, série politique sur Canal+, dont la 3e saison commence bientôt. Qu'est-ce qu'elles disent de nous, ces séries ? Alors, ce sont des séries qui expriment, en fait, pour Baron Noir, expriment vraiment des espoirs politiques, qui expriment ce qu'on attend de la démocratie et de la vie politique. Pour moi, il y a vraiment un lien très fort entre les deux sujets dont on parle aujourd'hui, puisque, en réalité, les séries sont aussi, c'est ça leur caractéristique par rapport au cinéma actuel, qui est parfois plus spécialisé, les séries vont vraiment être à la portée de tout le monde. Donc avec il y a un une dimension démocratique. Vous vouliez dire ? Alors non, c'est pas cathartique simplement, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une capacité de chacun à se sentir concerné et impliqué dans les séries télévisées. Et ensuite, les séries télévisées ont vraiment très facilement une dimension d'éducation ou un message politique. Baron Noir éduque énormément son spectateur sur la vie du Parti socialiste. Les coulisses de la politique, justement. Voilà, les coulisses. Une série aussi qui est magnifique, qui est Le Bureau des légendes, est vraiment, bien sûr, très palpitante à suivre, et on s'attache au personnage, il y a tous les caractères de la bonne série, mais aussi ça apprend énormément sur le renseignement, sur les problèmes géopolitiques. Donc c'est vrai que les séries permettent en fait de transmettre un savoir très large. Les séries médicales aussi rencontrent un franc succès, ce qui est un peu étonnant puisque c'est un univers un peu anxiogène. Alors oui, la plus grande série médicale c'était Urgence. Je regardais ça dans les années 90. Ça a été vraiment le début des grandes séries de qualité parce que en fait c'est peut-être anxiogène, mais ça apprend aussi
contrôler l'environnement médical. Ça a éduqué beaucoup de monde, en fait, à ce qui se passait. Et en réalité, il y a eu vraiment toutes sortes de connaissances qui ont été transmises et de débats politiques. Peut-être de dédramatisation aussi d'un univers qui peut faire peur. Alors, possiblement aussi. En tout cas, c'est vrai que ça permet au public d'avoir une expérience de quelque chose qu'il ne connaît pas. Que ce soit l'hôpital, que ce soit justement le monde politique ou le renseignement, la DGSE ou d'autres univers. Finalement, les séries, ça permet d'élargir son expérience et du coup aussi d'avoir vraiment cette compétence citoyenne dont je parlais, de l'avoir aussi dans toutes sortes d'autres domaines. Est-ce qu'on les aime tant aussi parce qu'elles font de nous un groupe, parce qu'elles nous rassemblent, parce qu'on peut en parler, parce qu'on les partage, on vit les mêmes émotions? Je crois que c'est aussi un point très fort des séries. En réalité, c'est vraiment une caractéristique du cinéma et de la culture populaire en général. Autrefois, les gens allaient au cinéma, tous ensemble, en discuter. C'était une expérience partagée. Maintenant, le cinéma a des publics un peu plus scindés. Segmentés. Ouais. Par contre, beaucoup de séries, comme Game of Thrones, et celle dont on vient de parler, mais Game of Thrones, ça a été un grand phénomène parce que c'était transgénérationnel, que ça permettait aux gens de discuter avec leurs amis, mais même entre grands-parents et petits-enfants. Enfin, ça a été vraiment extrêmement large. Et du coup, ça crée des liens. Ça crée des liens entre les personnes, ça crée des liens entre les spectateurs et les personnages aussi, et on partage beaucoup de choses. Attention à la boulimie de séries tout de même ou pas? Écoutez, de toute façon, c'est vrai qu'il y a un énorme choix maintenant. C'est très difficile de s'y retrouver. Si vous allez sur Netflix, il y a quelques très très bonnes séries et puis il y a une masse de choses. Donc de toute façon, chacun est quand même limité dans le nombre des séries qu'il peut consommer. Mais je crois qu'il y a énormément de séries de grande qualité. Moi, je suis toujours à dire qu'il faut quand même en voir le plus possible dans la mesure où c'est vraiment du travail de qualité, alors qu'on a tendance à regarder ça d'un peu haut, justement, parce que c'est peut-être un peu trop démocratique. Et toute cette réflexion est à lire dans votre livre « Nos vies en série » qui paraît chez Flammarion. Merci infiniment, Sandra Legier, d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans un instant. Audition publique, l'invité ce soir, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Et puis demain, vous retrouvez évidemment Ryan Mancini dans Bonjour chez vous. Son invité politique sera Éric Woerth, député LR, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Très bonne soirée sur Public Sénat.